Bienvenue à tous. Avant de plonger, n'hésitez pas à partager vos impressions et les leçons que vous avez tirées de cette histoire dans les commentaires, et n'oubliez pas d'aimer et de vous abonner. C'est parti. Quimbert a toujours pensé que son histoire serait celle d'un amour noir et de vœux éternels. Elle et Brandon avaient une alchimie qui faisait sourire leurs amis. Une joie magnétique, des plaisanteries qui ne s'aigrissaient jamais. Un partenariat qui semblait forgé dans un monde plus sûr et meilleur. Leur mariage au centre-ville d'Atlanta fut la fête de l'année. Des gens magnifiques, de la musique entraînante, de la soul food et des promesses. On disait qu'on voyait l'amour briller entre eux. Et pendant un temps, Quimbert crut que rien ni personne ne pourrait éteindre leur flamme. Dès leurs premiers mois ensemble, cependant, Quimbert sentit une certaine froideur chez la famille de Brandon. Sa mère, Lorraine, affichait un sourire crispé et sa sœur cadette, Iana, semblait toujours rôder près de Brandon, murmurant des critiques ou levant les yeux au ciel lorsque Quimbert proposait de l'aider en cuisine. Au début, Quimbert essayait de les convaincre, apportant des cadeaux, proposant d'organiser les dîners du dimanche et s'investissant pleinement dans les traditions familiales. Elle pensait que le temps dissiperait leurs doutes. Mais le temps n'y changea rien. Plus Quimbert rayonnait, plus elle réussissait dans sa carrière, plus elle aimait Brandon, plus sa famille s'éloignait. Quimbert, thérapeute clinicienne à la voix douce et à l'esprit vif, fut la première de sa famille à obtenir un diplôme universitaire. Elle se déplaçait avec grâce, rêvait d'un foyer rempli d'amour, de rire et, un jour, d'enfants. La famille de Brandon, cependant, ne parvenait jamais à se défaire du sentiment qu'elle était un peu trop bien pour eux. Ou peut-être, comme Iana l'avait un jour sifflé, qu'elle essayait trop d'être parfaite. Quimbert captait des bribes de conversation lors des réunions de famille, des petites insultes. « Tu dois vraiment travailler », disait Lorraine en regardant par-dessus ses lunettes. Une vraie épouse sait où est sa place. Au début, Brandon défendait toujours Quimbert, mais avec le temps, il semblait se lasser. Fatigué d'être au milieu, fatigué de défendre, fatigué de cette tension qu'il prétendait inexistante. Pourtant, pendant 2 années fastes, ils réussirent à créer une bulle. Ils décoraient leur maison d'un parc avec des œuvres d'art, des photos de voyages à la Nouvelle-Orléans et en Jamaïque, et des étagères débordant de livres. Ils organisaient des barbecues où la musique se déversait sur la véranda, et où les amis se prélassaient jusque tard dans la nuit. Ils rêvaient de fonder une famille ensemble. La vie n'a pas toujours été facile, mais elle a toujours été la leur. Le véritable changement a commencé lorsque Quimbert est tombée enceinte. Ils avaient espéré, planifié et rêvé de cette grossesse, mais lorsque les tests se sont révélés positifs, la joie dans les yeux de Brandon a semblé occultée par autre chose. L'inquiétude, peut-être, ou le poids de tout ce que sa famille dirait. Quimbert, elle, était radieuse, l'espoir bouillonnant dans sa poitrine. Elle appela sa mère, ses meilleurs amis, sa sœur Jordan à Houston, et envoya même un SMS à la mère de Brandon pour lui annoncer la nouvelle, espérant une trêve. La réaction de Lorraine fut pour le moins tiède. Elle répondit sèchement, « Félicitations, j'espère que tu sais ce que tu fais. » Quimbert essaya de faire comme si de rien n'était, pensant que le nouveau petit enfant pourrait combler le vide, mais la tension ne fit que grandir. Dans les mois qui suivirent, le travail de Brandon prit une mauvaise tournure. Jeune cadre dans une start-up technologique, il courtisait son premier gros investisseur. Tout reposait sur une affaire qui semblait lui filer entre les doigts. Quimbert faisait également des heures supplémentaires, économisant chaque centime pour le bébé à venir et veillant à ce que Brandon ait un peu de temps pour se défouler. Elle lui massait les épaules le soir, laissait des mots d'encouragement dans son déjeuner, priait pour sa paix et sa prospérité. Mais au fil des semaines, les pertes de Brandon s'accumulaient. L'investisseur s'est retiré. Les rumeurs ont commencé à circuler au travail. Leur compte en banque a diminué. Les projets de crèche ont été ralentis. Brandon est devenu colérique, renfermé et agité. C'est alors que Lorraine a commencé à lui rendre visite plus souvent. Elle rôdait dans la cuisine, rangeant les casseroles, critiquant les plats préparés par Quimbert et gloussant à propos de sa mauvaise énergie. Iana se joignit à elle, lançant des commentaires sarcastiques sur l'obsession de Quimbert pour le bien-être et expliquant que tout le monde n'a pas envie d'entendre parler de ses sentiments toute la journée. Au début, Brandon défendait Quimbert, mais à mesure que sa vie professionnelle s'effondrait, il commença à répéter les angoisses de sa mère. C'est peut-être trop. Peut-être que nous insistons là-dessus au mauvais moment. En un seul mois d'angoisse, la carrière de Brandon est passée de prometteuse à précaire. Il n'a pas été retenu pour une promotion importante, ses supérieurs affichant un ton froid et impersonnel.
L'accord sur lequel il avait misé leur avenir s'est officiellement effondré. Leurs économies ont été réduites à néant, et bientôt, les factures se sont accumulées sur le comptoir de la cuisine. La voix de Lorraine s'accentua, et Brandon commença à rentrer tard, soignant son amertume avec du bourbon bon marché et de longs silences. Quimber fit tout ce qu'elle put pour maintenir la situation. Elle découpa des coupons, prit plus de clients et prépara des repas plus copieux pour qu'il y ait toujours des restes. Elle essayait de maintenir la joie dans leur foyer, fredonnant des berceuses en pliant les plus petits vêtements qu'elle ait jamais vus, rappelant gentiment à Brandon que c'était l'amour, et non l'argent, qui les soutiendrait. Mais Brandon avait changé. Il était devenu méfiant, voire superstitieux, s'accrochant au moindre malheur et en attribuant la cause à Quimber, visiblement enceinte, dont l'éclat n'avait pas été terni par tout ce stress. Lorraine, voyant le désespoir de son fils, se pencha plus fort. Un soir, alors que Quimber était à la chambre d'enfant en train de plier des grenouillères, elle entendit Lorraine murmurer à Brandon dans le salon « Depuis que tu as amené cette fille dans cette maison, rien ne va plus. C'est un mauvais présage, fiston. Tu allais bien avant elle. Regarde ta vie maintenant. » Quimber essayait de ne pas pleurer, mais la douleur dans sa poitrine était pire que les maux de dos de la grossesse. Tout a atteint un point critique 2 semaines plus tard. Quimber, enceinte de 8 mois, est allée chez son gynécologue pour un contrôle, a discuté avec l'infirmière et a envoyé des nouvelles de Brandon par SMS. Elle a rapporté une échographie, imaginant son sourire en voyant le profil minuscule de leur bébé. En arrivant chez eux, elle remarqua sa valise et son sac de sport sur le porche. Au début, elle pensa que Brandon lui avait préparé une surprise. Peut-être voulait-il l'emmener se reposer avant la naissance du bébé. Mais en s'approchant, elle vit que ses affaires avaient été jetées pêle-mêle dans des sacs. La porte d'entrée était verrouillée. Elle sonna, frappa, appela Brandon. Aucune réponse. La panique lui serra la gorge tandis qu'elle appelait à nouveau, la voix tremblante. Finalement, la porte s'ouvrit. Le visage de Brandon apparut, dur et inflexible. Il la fixa un long moment avant de dire « Dégage, Quimber, avant que tu ne me gâches la vie à jamais avec ta malchance. » Puis il ferma la porte. Quimber fixait la scène, incapable de comprendre ce qu'elle venait d'entendre. Avant qu'elle puisse bouger, Lorraine apparut derrière la porte moustiquaire, poussant un autre sac sur le porche. « Sors de notre propriété, méchante fille, » siffla Lorraine. « Tu te crois si parfaite ? Tu n'as apporté que des malédictions dans cette maison. » La porte claqua à nouveau. Quimber tomba à genoux, se tenant le ventre, sanglotant tandis que les voisins faisaient semblant de ne rien voir. Elle a essayé d'appeler des amis, mais personne n'a répondu. Elle a appelé sa mère, qui habitait trop loin pour l'aider ce soir-là. Désespérée, elle a appelé sa sœur Jordan à Houston. Jordan, entendant les sanglots dans la voix de sa sœur, passa à l'action. Elle commanda un Uber pour emmener Quimber dans un hôtel sûr et lui envoya un SMS toutes les 10 minutes jusqu'à l'arrivée de la voiture. Cette nuit-là, Quimber gisait dans un lit inconnu, la main sur le ventre, tremblant de peur et de chagrin. Au matin, Jordan avait réservé un billet de bus pour Quimber et avait appelé son travail pour la retrouver à la gare. Lorsque Quimber descendit du bus, gonflé et épuisé, Jordan la serra dans ses bras avec force, lui promettant « Tu es en sécurité maintenant. Je te tiens. » Jordan a tenté de convaincre Quimber de porter plainte, de tout prendre pour Brandon, mais Quimber n'y est pas parvenu. Elle l'aimait toujours, malgré tout, et elle était terrifiée à l'idée d'infliger davantage de souffrance à son enfant à naître. Quimber s'est installée dans la chambre d'amis de sa sœur et a passé le premier mois à peine à manger et à dormir. Elle pleurait la nuit, pleurant la perte de l'homme qu'elle aimait et la vie qu'elle avait tant travaillé. Jordan la soignait grâce à des repas faits maison, des promenades quotidiennes et des encouragements constants. Quimber commençait à se retrouver dans la douceur du foyer de sa sœur. Sa petite fille, Nia, naquit un matin pluvieux d'avril, forte et en bonne santé, ses petits doigts enroulés autour du pouce de Quimber. À cet instant, Quimber promit à sa fille que, quoi qu'il arrive, elle lui donnerait la vie et l'amour qu'elle méritait. C'était le début d'un nouveau chapitre, un chapitre que Quimber n'avait jamais imaginé, mais qu'elle était déterminée à rendre magnifique. Quimber commença doucement. Elle a trouvé un emploi à temps partiel comme réceptionniste dans un centre de bien-être local, où la propriétaire, Madame Gress, a décelé quelque chose de spécial en elle. Madame Gress a encouragé Quimber à animer des groupes de méditation et de soutien pour d'autres femmes qui se remettaient d'un chagrin d'amour ou d'une trahison. Quimber a trouvé sa raison d'être dans ces séances,
mettant à profit ses compétences cliniques et son expérience vécue pour apporter de l'espoir. Les mois se sont transformés en années. Quimber a travaillé dur, terminant son master en ligne tout en élevant Nia. Le centre de bien-être est devenu sa seconde maison. Elle a pris davantage de responsabilités, s'est constitué un réseau de clientes et a finalement lancé sa propre marque, Queen Sanctuary, qui aide les femmes noires à retrouver leur pouvoir et à guérir de leur traumatisme. Ses réseaux sociaux ont explosé, ses ateliers ont affiché complet et son histoire a attiré l'attention d'un journaliste local. Un jour, alors que Quimber fermait ses portes après une séance de groupe particulièrement émouvante, une équipe de presse s'est présentée à sa porte. La journaliste souhaitait présenter son histoire dans un reportage sur la résilience et la guérison communautaire. Quimber a d'abord hésité, craignant d'être exposée, mais Madame Gress l'a convaincue que son histoire pouvait aider des milliers de femmes. L'interview a été diffusée un dimanche matin et, en quelques jours, la boîte mail de Quimber a débordé de messages de gratitude et de soutien. Pendant ce temps, le monde de Brandon s'était effondré. Après avoir mis Quimber à la porte, il trouva un moment de réconfort dans l'approbation de sa mère et son soutien, mais rien de ce qu'il tenta ne réussit. Il perdit son dernier emploi dans l'entreprise technologique après une série de licenciements. Les agents de recouvrement intervenaient jour et nuit. Un jour, Frenzy l'a aidé à passer à autre chose. Lorraine, la mère qui l'avait convaincu d'abandonner sa femme, a rencontré un nouvel homme et a quitté Brandon, changeant de numéro et déménageant dans une ville à des heures de là. Brandon appelait et envoyait des SMS, mais Lorraine ne répondait jamais. Ayana commença une nouvelle vie à Chicago, parlant rarement à son frère. La solitude de Brandon s'alourdissait. La maison qu'il avait construite avec Quimber fut saisie, et Brandon fut contraint de déménager. Il dormit un temps sur le canapé de vieux amis, mais finit par se lasser de leur accueil. Bientôt, il n'eut plus nulle part où aller. Un après-midi, la vie de Brandon prit un tournant tragique. Alors qu'il errait en ville, affamé et épuisé, il passa par hasard devant une vitrine où les informations étaient diffusées sur une télévision en sourdine. Sur l'écran, Quimber était là, radieuse, posée et inspirante. Un extrait sur sa réussite, sa guérison et la fille qu'elle élevait seule. Brandon sentit son estomac se nouer de regrets et de honte. Il se détourna, mais l'image de Quimber et Nia brillait dans sa mémoire, telle une accusation. Ce soir-là, Lorraine regardait la télévision chez son nouveau petit ami lorsqu'elle tomba sur le même reportage concernant Quimber. Voir la femme qu'elle avait tourmentée, célébrée et aimée à présent, déclencha un déclic en elle. Elle s'effondra, victime d'une crise cardiaque, et fut transportée d'urgence à l'hôpital. Elle passera des mois dans un lit d'hôpital, amère et seule, ignorée par sa belle-fille qu'elle avait tenté de détruire. De retour à Houston, Quimber poursuit son ascension. Ses ateliers deviennent un mouvement national. Elle a pris la parole lors de conférences, à l'université et dans des églises. Nia est devenue une enfant confiante et joyeuse, toujours aux côtés de sa mère, fière de la femme qu'elle était devenue. Quimber ne s'est jamais remariée. Elle n'en avait pas besoin. Elle était heureuse, satisfaite de la vie qu'elle avait reconstruite de ses propres mains et de son cœur. Jordan, sa sœur protectrice, s'assurait que Quimber sache à quel point elle était fière d'elle. Lors des réunions de famille, tout le monde s'émerveillait de la force et de la grâce de Quimber. Quimber pensait parfois à Brandon. Comment un être cher peut devenir un étranger, comment la famille peut vous trahir et comment la survie peut se transformer en une bénédiction inattendue. Elle apprit à pardonner, non pas pour lui, mais pour elle-même et pour Nia. La vie de Brandon ne fit qu'empirer. Les dettes s'accumulèrent, sa santé déclina et il sombra dans le désespoir. La mère qui avait empoisonné son esprit avait disparu de sa vie. Aucun ami ne lui rendait visite. N'ayant plus où aller, Brandon s'est retrouvé endormi sous un pont, le souvenir de son ancienne vie hantant ses rêves. Il se demandait chaque jour comment les choses auraient pu être différentes s'il avait soutenu Quimber au lieu de la trahir. Mais Quimber ne s'est jamais retourné. Son épanouissement n'était pas seulement dû au succès ou à la célébrité. Il s'agissait de retrouver sa dignité, sa joie et son estime de soi. Chaque jour, elle était une leçon vivante pour sa fille, on peut survivre à la tempête et continuer à danser au soleil après. Finalement, Quimber fut la plus grande bénédiction que Brandon ne recevrait jamais. Et comme son histoire a inspiré des femmes du monde entier, elle connaissait la vérité. Parfois, le plus grand retour aux sources est simplement de s'épanouir dans une vie que quelqu'un d'autre était trop aveuglé, trop brisé pour chérir. Si vous avez aimé cette histoire, n'hésitez pas à aimer, commenter et partager cette vidéo avec vos amis.
Abonnez-vous et activez la cloche de notification pour ne jamais manquer une nouvelle histoire marquante.